Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette présentation, nous abordons le deuxième chapitre du cours de mécanique analytique. Il traite des notions d'énergie et de puissance. Mon exposé se déroulera selon le plan suivant. Le mot énergie qui vient de energia, mot grec signifiant force en action, désigne une capacité à agir quels qu'en soient les modes, mettre en mouvement, chauffer, comprimer, éclairer, sonoriser, transmettre une information, etc. Ainsi, l'énergie apparaît comme une mesure de la capacité que possède un système à produire un effet sur son environnement, à en modifier une grandeur physique, provoquant ainsi un changement ou une conservation de l'état d'un système. En effet, il faut de l'énergie pour modifier la vitesse de déplacement d'un véhicule. Il faut de l'énergie pour augmenter la température de l'eau dans une casserole. Il faut de l'énergie pour soulever un objet. Il faut de l'énergie pour tourner une génératrice. Comme pour la matière, l'énergie ne se perd pas et peut se convertir d'une forme à une autre selon différents modes. Dans ce chapitre, on est particulièrement concerné par l'énergie mécanique sous ses différentes formes associées au système matériel, comme la masse ponctuelle ou le point matériel, le corps rigide ou ensemble de corps rigides en mouvement ou en repos. L'énergie mécanique est une grandeur physique qui est fortement liée aux notions de force et de déplacement. En effet, l'association d'une force à un déplacement donne naissance à la notion de travail, qui est la forme la plus fondamentale de l'énergie. Prenons comme exemple le cas d'une poulie fixe qu'on utilisera pour soulever un poids accroché au bout de la corde. Pour cela, on appliquera une force sur l'autre bout de la corde et on la tire d'une certaine distance. Ceci constitue le travail nécessaire pour soulever le poids en question. Quand la masse est soulevée d'une hauteur initiale à une autre, on a en fait modifié son énergie dite potentielle. Après cela, si on lâche la corde, le poids va tomber. L'énergie potentielle acquise va se transformer en énergie cinétique caractérisant le mouvement de la chute. Par ailleurs, l'association d'une force à une vitesse de déplacement donne naissance à la notion de puissance. L'énergie et la puissance sont deux notions qui sont bien que liées différentes. On peut d'ores et déjà illustrer cette différence par un exemple simple qui concerne l'opération de remplissage d'un réservoir d'eau à partir d'un robinet. Pour remplir ce réservoir, il nous faut un certain volume d'eau. Ce volume représente le travail. Quelle que soit l'ouverture du robinet, c'est-à-dire quel que soit le débit d'eau, la quantité d'eau nécessaire au remplissage est toujours la même. Par ailleurs, plus le débit d'eau délivré par le robinet est élevé, plus vite le réservoir sera rempli. Le débit représente, dans ce cas, la puissance. Si l'on revient à l'exemple de la poulie, quelle que soit la vitesse à laquelle on tire la corde, le travail nécessaire pour lever la masse d'une certaine hauteur sera le même. Ce sera le poids fois la hauteur. Or, plus vite on tire la corde, on donne plus de puissance, donc plus vite on réalise le travail nécessaire au levage de la masse. Introduisons maintenant un ensemble de définitions de base. L'énergie représente ce qu'il faut fournir globalement à un système pour l'amener d'un état initial à un état final. C'est une grandeur d'état scalaire et additive. Son unité est le joule dans le système international d'unités. Dans sa forme la plus fondamentale, l'énergie mécanique implique une force dont le point d'application se déplace et donne lieu à un travail. Ainsi, le travail élémentaire de la force F, dont le point d'application grand M se déplace d'une quantité delta L, de M vers M', avec le module de
M1' est égal à delta L, il est égal au fait au produit scalaire du vecteur f par le vecteur M1', ce qui va nous donner f delta L cosinus θ, où θ est l'angle que fait le vecteur M1' avec le vecteur f. On note que le produit scalaire donnant lieu à delta W implique que la composante de la force perpendiculaire à M1' ne travaille pas. Si delta W, qui est le résultat du produit scalaire F par M1', est positif, on dira que le travail de la force M, il est moteur. Si maintenant delta W est négative, cela veut dire que le travail de la force F est résistant. Par ailleurs, le travail développé par un couple C engendrant un déplacement angulaire delta phi autour d'un axe d'application du couple va s'écrire d'une façon analogue à la relation 1 comme étant delta W est égal à C, donc le couple, fois le déplacement angulaire delta phi. On introduit maintenant la notion de puissance. La puissance définit la quantité de travail en joules, effectuée par une unité de temps qui est la seconde. Elle est donnée en watts dans le système international des unités. La puissance peut être vue comme un débit d'énergie ou le rythme auquel s'effectue le travail. Elle ne dépend ni de l'état initial, ni de l'état final du système, mais elle permet de décrire le flux d'énergie entre ces deux états. On définit ainsi la puissance moyenne PM comme étant le rapport delta W sur delta T, avec delta W, c'est la quantité de travail réalisé pendant l'intervalle delta T. La puissance instantanée notée P, lorsque l'intervalle du temps delta T qu'on a défini tout à l'heure tend vers 0, devient très petit, alors la puissance moyenne, donc PM qu'on a défini tout à l'heure, va tendre vers la quantité P qui est la puissance instantanée. Donc on écrira la puissance instantanée P est égale à la limite de delta W sur delta T quand delta T tend vers 0 et elle va être exprimée comme étant la dérivée totale D de W par rapport au temps. Donc la puissance instantanée P développée par une force F, comme on voit ici, dont le point d'application A se déplace à la vitesse V, égale au produit scalaire F par V. Et ça va nous donner la quantité P fois V cosinus θ, avec θ l'angle que fait le vecteur vitesse instantané avec la force F. Si la puissance P est positive, donc la quantité P est positive, on dira que la puissance, elle est motrice. Par contre, si elle est négative, la puissance, elle est dite résistante ou réceptive. La vitesse doit être une vitesse absolue dans l'expression 3. Elle doit être calculée par rapport à un référentiel galiléen. Par ailleurs, la puissance instantanée P, développée par un couple C appliqué autour d'un axe, autour duquel on réalise une vitesse angulaire oméga, est donnée par l'expression C fois oméga. Après avoir introduit la notion du travail et celle de la puissance, on passe maintenant à l'étude énergétique du mouvement d'un point matériel. Pour cela, on va considérer un point matériel, M, de masse petit m, qui se déplace le long d'une courbe S sous l'action d'une force F. L'abscisse curviligne S
mesure le déplacement du point M de la force F sur sa trajectoire à partir d'une position de référence. Ainsi, au niveau du point M1, on a S est égal à S1 et ça dénote le point M1 de coordonnées X1, Y1, Z1. Et pour la position M2, on a S est égal à S2 et ça dénote le point M2, X2, Y2, Z2. Au niveau de M1, on a le vecteur rayon R1 de position qui est égal à OM1. Au niveau du point M2, on a le vecteur rayon R2 qui dénote le vecteur position OM2. Et au niveau d'un point M quelconque, on va écrire que le vecteur rayon, c'est R qui dénote le vecteur position OM. Soit M' qui est égal à dr et dénote le vecteur de déplacement du point matériel de M vers M'. Le module de M' égal à ds. C'est un déplacement élémentaire curviligne, ds. Donc le vecteur de déplacement réel dr, donc noté avec un vecteur, est un vecteur tangent à la courbe, d'accord, suivi par le point d'application M de la force F. Selon la relation de base définition le travail, on a dit que le travail élémentaire effectué par la force F pour déplacer la masse petit m de la position grand M vers la position M' peut être calculé comme étant dW est égal le produit scalaire de F par M', et comme M', on l'a défini comme étant le vecteur de déplacement élémentaire dr, donc on va avoir c'est F fois ds fois cosinus θ. Donc dr, le module de dr, rappelons, il est égal à ds. Et l'angle θ, comme on le voit ici, dénote l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Si le déplacement de la masse à partir de la position MR à la position M'R se fait en un intervalle de temps dt, alors la puissance développée lors du déplacement de M vers M' sera égale, donc dW sur dt égale à F scalaire dr sur dt et ça va nous donner F scalaire V, donc c'est P fois V cosinus θ. Dans un système de coordonnées cartésien, si la force a les composantes Fx, Fy, Fz, d'accord, et le vecteur élémentaire de déplacement M', a comme composante dx, dy, dz, alors le travail élémentaire de la force F lors du déplacement de M vers M' va être égal à Fx dx plus Fy dy plus Fz dz, et ça représente au fait la puissance fois dt. D'accord? Donc il suffit ici, donc F multiplié par dt va nous donner dw bar. Donc, en conséquence, la puissance instantanée va avoir, dans ce cas-là, regardez, ça sera Fx point plus Fy point plus Fz point. Donc, d'où vient x point? Donc, regardez, c'est quand on va introduire la notation dt, d'accord? Regardez ici, la puissance fois dt, elle est égale à cette quantité fx dx plus fy dy plus fz dz. Donc, si on divise cette relation par dt, on va avoir ici dx sur dt, et cela est représenté ici par x point. Là, c'est dy divisé par dt va nous donner y point. Et là, dz divisé par dt va nous donner z point. Donc, c'est une notation relativement légère et qui est facile à manipuler. On attire votre attention sur cette notation. Donc, d droit de w avec la barre indique que c'est une expression
incrémentale. Cela veut dire que cette expression de travail est une quantité qu'on peut additionner, ce n'est pas une différentielle d'une fonction donnée. D'accord? Ça, c'est une première remarque importante relative à cette notation utilisée dans la relation 4b. Également, si les forces sont appliquées au niveau du même point matériel, alors le travail correspondant sera égal à la somme des travaux de chacune des forces. De la même façon, si on veut calculer la puissance d'un ensemble de forces appliquées au même point, il suffit d'additionner la puissance relative à chacune des forces calculées au niveau du même point. Arrivé à ce stade, on a suffisamment d'éléments pour énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Sur la base des relations cinématiques qu'on a développées dans le cadre du cours de mécanique rationnelle classique, nous pouvons écrire que la vitesse du point M est égale à R point est égal à dr dt. À partir de cette relation, on peut exprimer le vecteur de déplacement dr comme étant R point fois dt. Donc dr est égal à R point dt. Par ailleurs, si on considère que la force F appliquée au point matériel M représente la résultante des forces appliquées, alors en se basant sur la loi de Newton, notamment la deuxième loi de Newton, la force F peut être exprimée comme étant mR seconde. Alors, si on revient à l'expression du travail élémentaire de la force F lors d'un déplacement élémentaire dr, donc on va écrire dW est égal à F dr. Donc on va substituer dans cette relation d'abord l'expression de F. Donc on a dit que F est égal à mR seconde, donc on l'écrit ici, mR seconde. Et puis dr, on l'a identifié comme étant R point dt. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc mR seconde fois R point dt. Et comme R seconde est égal à la dérivée par rapport au temps de R point, donc on peut établir que dW est égal à m dr point dt fois R point dt. Une simple identification va nous permettre de considérer que cette expression est tout simplement la dérivée de la quantité n demi m R point scalaire R point. Donc, entre les parenthèses, on va introduire l'expression de l'énergie cinétique qu'on peut noter EC ou T, donc tout dépend des notations qu'on va suivre. Donc, la quantité 1 demi mR point au carré, elle est égale à EC, qui est l'énergie cinétique du point matériel qu'on peut noter brièvement 1 demi mV au carré. Donc, à partir de la relation 6, on peut déduire que le travail élémentaire dW n'est que la dérivée totale de l'énergie cinétique. Nous notons ici que contrairement à dW bar, d'accord, qui n'était qu'une quantité incrémentale qu'on additionne, la quantité DEC représente en fait une différentielle totale d'une fonction, à savoir la fonction d'énergie cinétique. C'est une fonction d'état du système qui est tributaire de la vitesse instantanée du point matériel. Ensuite, nous considérons le travail effectué par la force F lors du déplacement de la particule de la position R1 à la position R2. Donc ici, il faut se baser sur la figure la figure 3. Alors, il s'obtient naturellement en sommant la contribution dW de chacun des déplacements de R sur le chemin allant de R1 à R2. Par intégration de la relation 7, on obtient le théorème de l'énergie cinétique suivant. Le travail correspondant au déplacement du point 1 vers le point 2, c'est l'intégrale de l'abscisse curviligne S1 de S2 de la quantité F dr.
et va correspondre à l'intégration de la fonction d'état DEC, qui est la dérivée totale de l'énergie cinétique, de R1 de la configuration R1 vers la configuration R2 est égale à EC2 moins EC1. Ainsi, ECI, donc IAC1 ou 2, désigne l'énergie cinétique de la masse dans la position RI, donc I égale à 1 ou 2. En résumé, le théorème de l'énergie cinétique stipule que soit la force F, la résultante des forces appliquées sur un point matériel de masse petit m, alors le travail W12 effectué par la résultante F quand le point matériel va se déplacer de la position R1 à la position R2 correspond à un changement de son énergie cinétique de la quantité EC2 moins EC1. Il y a lieu de remarquer ici que le double de l'énergie cinétique, donc la quantité 1V au carré, donc le double de cette quantité-là, a été introduit par Leibniz en 1691 sous le nom de force vive. Mais dans ce cours, on va surtout utiliser la notion d'énergie cinétique. Si l'on divise la relation 6 par dt, donc on va calculer DEC sur dt, on va avoir la puissance qui donne une deuxième lecture du théorème de l'énergie cinétique, à savoir que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps va être, du point matériel, va être égale à la puissance de toutes les forces, qui lui sont appliquées. Ce théorème, en fait, peut servir de base pour établir les équations de mouvement d'une classe de système mécanique. Pour illustrer le théorème de l'énergie cinétique qu'on vient de présenter, nous allons aborder un exemple simple qui est celui d'une masselotte glissante sur un guide circulaire, comme le montre la figure. Il s'agit d'une petite masse, petit m, qui glisse sur un guide circulaire sans frottement. Ce guide circulaire est de rayon L. On repère la position de la masselotte par l'angle θ que fait le vecteur OA, qui dénote la position de la masselotte par rapport à la verticale descendante OX. O étant l'origine du guide circulaire et du référentiel. Alors, il est demandé d'écrire l'équation du mouvement de cette masselotte en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. D'abord, il faut calculer l'énergie cinétique de cette masselotte et pour cela, on doit connaître sa vitesse. Donc, la vitesse, comme on a dit, que c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OA. Et donc, on peut la développer soit en coordonnées cartésiennes ou en utilisant les coordonnées polaires. Donc, tout calcul fait en utilisant les relations de cinématique, on va avoir la vitesse du point A comme étant L θ.ER. Le vecteur ER, il est tangent au chemin suivi par la masselotte. Et comme l'énergie cinétique EC de la masse mobile égale à 1/2 mv au carré, on va avoir l'énergie cinétique de la masselotte égale à 1/2 L au carré θ point au carré. La deuxième partie qu'il faut définir, c'est la puissance des forces appliquées au point matériel. Alors, les forces qui sont exercées sur ce point matériel sont la force du poids mg. La masselotte, elle se trouve dans un champ gravitationnel G. Donc, elle est soumise à la force du poids, mg. Et donc, du moment que la masselotte, elle glisse sur ce guide circulaire, il y a la réaction R, qu'on voit ici. Donc, elle est radiale, qui apparaît également à cause de la présence du champ gravitationnel. Alors, les puissances des forces se calculent respectivement en utilisant la relation qu'on a définie
dans les diapos précédentes. Donc la puissance, elle est égale au produit scalaire de la force par la vitesse instantanée du mobile en question. Donc pour le poids, on a la puissance développée par le poids, c'est mg scalaire v. Donc ça nous donne moins mg L θ point sinus θ. Et puis la réaction développe au fait une puissance nulle car elle est perpendiculaire au vecteur ER. Parce que la réaction, elle est radiale. Ce qui fait que il n'y a pas de puissance développée par cette force de réaction qui est perpendiculaire. Et cette perpendicularité provient du fait qu'il n'y a pas de frottement. En présence de frottement, la réaction n'est plus perpendiculaire à la tangente du guide. Et donc, cette expression va changer. Donc, au total, la puissance des efforts extérieurs appliqués au point matériel A, elle se limite à la quantité moins mg L θ point sinus θ. Donc l'application du théorème de l'énergie cinétique stipule que la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, elle est égale à la puissance des efforts extérieurs. Donc on écrira d sur dt de n demi m L au carré θ point au carré, qui est l'énergie cinétique de la masse petit m, et là égale à moins mg L θ point sinus θ. Donc, tout calcul fait, on va avoir cette relation, donc θ seconde plus g sur L sinus θ est égal à 0. C'est une équation différentielle du second ordre décrivant le mouvement instantané de notre mobile matériel. On passe maintenant à une notion importante qui est celle du travail des forces conservatives. Les forces conservatives, dite aussi potentielle, est une classe de force qu'on rencontre régulièrement dans les problèmes de mécanique classique et analytique. Ce sont des forces pour lesquelles le travail ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de la position initiale, notée ici R1, et de la position finale, notée ici R2, et non pas du chemin emprunté de R1 à R2. Pour expliquer cette notion, on va se baser sur la figure 5. Donc, on cherche à exprimer le travail de la force F appliquée à la masse ponctuelle M lors de son déplacement de M1 vers M2. Alors, la configuration initiale M1 est caractérisée par le vecteur rayon position R1. La configuration finale M2 est caractérisée par le vecteur position R2 et on définit deux chemins différents reliant M1 à M2. Le premier chemin noté en pointillon rouge et le second chemin est noté en bleu. Alors le travail de la force F lors du déplacement de la masse ponctuelle M entre les deux configurations 1 et 2 se calcule selon deux façons différentes. La première, c'est l'intégrale de R1 jusqu'à R2 du produit scalaire F1 dr le long du chemin 1. La deuxième façon, c'est l'intégrale de R1 à R2 du produit scalaire F dr le long du chemin 2. Bien évidemment, ces deux quantités sont égales parce qu'elles dénotent le travail entre les deux configurations 1 et 2. Donc, si on transpose la deuxième quantité ici, effectuée le long du chemin 2, au premier côté, on va avoir cette différence. Cette différence, elle est nulle. Regardez ce signe qui précède cette intégrale, on va l'exploiter pour inverser les bandes d'intégration. Au lieu de garder l'intégrale de R1 et R2, donc on va mettre un plus et on va inverser les bornes. Ce qui fait qu'on va, sur la première intégrale, on va intégrer la quantité f dr de R1 à R2. Cette même quantité va être intégrée le long du chemin 2, mais de R2 à R1. Ce qui fait donc, on va parcourir un circuit fermé, un chemin fermé, d'où ce sigle ou ce symbole, donc l'intégration le long d'une boucle, d'accord, de FDR. Cette quantité, elle est nulle.
Donc, c'est un résultat qui correspond au fait que le travail de la force ne dépend pas du chemin emprunté. C'est une caractéristique des forces conservatives. Donc, il est nul le long d'un chemin fermé. Considérons maintenant la notation suivante. Donc, FC va dénoter, va indiquer dans la suite une force conservative ou la résultante des forces conservatives appliquées au point matériel en déplacement. On va définir un chemin entre R1 et R2 qui va passer par une position de référence R référence. Cette position de référence va servir de base pour définir ce qu'on appellera l'énergie potentielle, EP. Souvenez-vous que dans les diapos précédentes, on a déjà défini l'énergie cinétique. Ici, on va définir l'énergie potentielle. Cette énergie représente le travail effectué par les forces conservatives durant le déplacement de la masse de la position R quelconque à la position de référence R référence. Donc ça, c'est une définition. On va donc se baser sur la relation 11 pour décrire l'expression de l'énergie potentielle pour une position R. Alors, c'est égal à l'intégrale de R jusqu'à R référence de FC dr. Donc ici, c'est un produit scalaire. Donc, le résultat de l'intégrale 11 est une fonction scalaire dépendant de R seulement. La position de référence, elle n'a pas un intérêt particulier dans la suite du cours et du développement parce que on s'intéresse généralement à l'évolution de l'énergie potentielle quand la particule change de position. Ce qui fait quand on va calculer l'énergie potentielle, on va le calculer entre deux positions extrêmes bien déterminées, comme par exemple ici entre R1 et R2. Je m'explique. Donc, on a dit que l'énergie potentielle correspond au travail des forces conservatives entre R et R référence. Donc, si on s'intéresse à cette énergie potentielle, donc qui est le travail entre 1 et 2, donc on va écrire, c'est l'intégrale de R1, R2 de FCdR. Donc, on va diviser cette intégrale en deux parties en faisant intervenir la position de référence RF. Donc, d'abord, on va intégrer de R1 jusqu'à R référence, puis on va intégrer de R référence jusqu'à R2. On va exploiter le même artifice de tout à l'heure. Donc, au lieu de garder ici un signe plus et les bornes de R référence et R2, on va inverser. Donc, en inversant, donc on va intégrer de R2 jusqu'à R référence. Donc, on va avoir un signe moins ici. En revenant à la relation 11, on va voir que la première partie représente l'énergie potentielle du point matériel au niveau de R1. Par contre, la seconde expression correspond à l'énergie potentielle de cette particule au niveau de R2. Donc, le travail entre 1 et 2, donc le travail effectué par les forces conservatives lors du déplacement de la particule de la position 1 à la position 2, il est égal à la variation de l'énergie potentielle EPR1 moins EPR2, ou l'inverse, c'est moins EP1 moins EP2. On vient de voir que le travail d'une force conservative entre deux positions 1 et 2 est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc W12 est égal à EP1 moins EP2. C'est ça ce qu'on a écrit dans la relation 12. Si les deux positions R1 et R2 sont assez proches, donc on peut définir un déplacement élémentaire dr reliant R1 et R2. Ce qui lui correspond le travail élémentaire dW bar.
De l'autre côté, au lieu d'écrire EP1 moins EP2, on va écrire moins DEP et cela va dépendre de la position R du point matériel considéré. Ainsi, on peut établir la relation 13 équivalente à la relation 12, mais sous l'hypothèse que les deux positions R1 et R2 sont assez proches. Donc l'écriture 13, au fait, est une écriture qui implique la différentielle totale de l'énergie potentielle qui dépend uniquement du vecteur position R du point matériel. Si l'énergie potentielle EP existe, alors la force conservative que l'on dérive peut s'exprimer dans un repère cartésien IJK comme suit. FC est égal à moins. N'oubliez pas, donc la dérivée totale D ici va donc s'exprimer en fonction des dérivées partielles selon les trois directions. Donc on a moins d rond EP d rond X selon I, plus d rond EP sur d rond Y selon J, plus d rond EP sur d rond Z fois K. Donc, la différentielle totale qu'on avait en 13 implique la sommation des variations partielles selon les trois directions IJK. Donc, cette relation peut être réécrite d'une façon plus générale en invoquant le gradient. Donc, on va écrire que FC est égal moins gradient de EP. Donc, toute force conservative, elle dérive d'un potentiel EP, va s'écrire d'une façon globale sous la forme moins gradient EP ou en utilisant l'opérateur nabla égal à moins nabla EP. Les forces de pesanteur sont un exemple de force conservative qu'on rencontre fréquemment dans la pratique. Le travail effectué par ces forces de pesanteur est une énergie potentielle qui dépend uniquement des positions initiales et finales du point matériel. En effet, l'énergie potentielle de pesanteur EP dépend de l'altitude Z du point matériel. Considérons la figure 6 sur laquelle on voit un point matériel M qui va chuter. Donc la chute elle se fait selon l'axe Z. Donc on va passer de l'altitude Z1 vers une altitude Z2. Donc l'énergie potentielle correspondante au champ gravitationnel G, c'est EP est égal à mgz plus constante. À partir de cette énergie potentielle, on peut définir la force conservative qui est le poids. Donc la force conservative qui dérive de ce champ de potentiel, si on utilise la relation 14, elle va nous permettre de définir la force conservative de pesanteur qui est égale moins d rond EP sur d rond Z fois K et ça va nous donner le poids. De la même façon, si on regarde le point matériel A attaché au point O par un ressort et qui est astreint à se mouvoir le long de l'axe X, sans qu'il y ait de frotton bien sûr. Donc, ce point matériel M est assujetti à une force de rappel appliquée par le ressort. Donc, au fait, cette force de rappel, elle dérive de l'énergie potentielle emmagasinée dans ce ressort-là durant le déplacement. Cette force de rappel, cette énergie emmagasinée, EP, elle est égale à 1 demi kx au carré plus une constante. La force de rappel qui en dérive, c'est moins d rond EP sur d rond x fois i, parce que le mouvement il se fait le long de l'axe x. Ainsi donc on a présenté deux forces conservatives d'usage courant en mécanique classique et analytique. Donc il est préférable d'utiliser ces expressions pour exprimer les forces conservatives. Donc force conservative, elle est égale à moins gradient de l'énergie potentielle.
Une autre classe de forces existantes en mécanique classique est celle des forces non conservatives, pour lesquelles le travail dépend du chemin emprunté entre la position initiale R1 et la position finale R2. Elles sont notées FNC. Parmi les actions mécaniques non conservatives, on peut citer les actions de contact entre solides, la tension d'un fil, les forces de pression ou les forces de propulsion. En général, la résultante des forces appliquées sur un point matériel peut être décomposée en des forces conservatives et des forces non conservatives. Conformément à cela, le travail peut être exprimé comme la somme du travail effectué par les forces conservatives et les forces non conservatives. Ainsi, donc, on écrira que l'intégrale de la configuration initiale R1 jusqu'à la configuration finale R2 du produit scalaire F dr, donc c'est le travail total, est égal donc à la première partie qui représente le travail des forces conservatives, donc c'est l'intégrale de R1 jusqu'à R2 de FC dr, plus l'intégrale de R1 jusqu'à R2 de FNC dr qui représente le travail des forces non conservatives. Compte tenu de ce qu'on a vu dans les diapos précédentes, en particulier des équations 8 et 12, donc le travail des forces conservatives, il est lié à l'énergie potentielle. Le travail de toutes les forces appliquées sur le système est lié à l'énergie cinétique. Donc, on va écrire que EC2 moins EC1 est égal à moins EP2 moins EP1 plus l'intégrale de R1 jusqu'à R2 de FNC scalaire dr. En définissant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle comme étant la fonction de l'énergie mécanique totale, on va avoir EM est égal à EC plus EP. Et donc, regardez la relation 12, la relation 20, comment elle va devenir. Donc, l'intégrale de FNCDR est égale à EM2, donc l'énergie mécanique dans la configuration 2, moins l'énergie mécanique dans la configuration 1. Donc, la relation 22 stipule que le travail effectué par les forces non conservatives lors du déplacement de la masse ponctuelle M de la configuration R1 à la configuration R2 ou de la position R1 à la position R2 est responsable du changement de l'énergie mécanique de EM2 à EM1. Donc l'équation 22 peut être exprimée sous une autre forme beaucoup plus compacte. C'est une forme incrémentale. Donc on va écrire que le produit scalaire de FNCDR représente la différentielle totale de l'énergie mécanique. D'accord? DEM. De sorte qu'en divisant par le temps, donc si on divise ces deux membres, donc qu'est-ce qu'on a? De ce côté-là, on a DEM sur DT, donc la dérivée par rapport au temps d'une énergie, c'est une puissance, donc c'est la puissance mécanique de notre point matériel. Et de l'autre côté, on a FNC fois DR sur DT. DR sur DT, ça représente la vitesse opérationnelle. D'accord? Donc, le produit FNC scalaire R point représente le taux de variation dans le temps d'un travail et donc c'est la puissance des forces non conservatives appliquées à notre point matériel. Donc devant nous, on a le théorème de l'énergie mécanique qui stipule que la puissance associée aux forces non conservatives est égale au taux de variation dans le temps de l'énergie mécanique. Arrivé à ce stade, il y a lieu de mentionner quelques remarques. De l'équation 24, nous concluons que les forces non conservatives peuvent ajouter ou dissiper de l'énergie selon que le produit FNC fois R point est respectivement positif ou négatif. Physiquement, cela dépend
si la projection du vecteur de force non conservative FNC sur le vecteur vitesse instantanée R point est dans la même direction que R point ou dans la direction opposée. En outre, à partir de l'équation 23, nous pouvons écrire que dW bar FNC, donc c'est le premier terme qui représente le travail élémentaire des forces non conservatives, donc il va valoir la variation de l'énergie mécanique. Donc on peut évoquer ici une différence entre l'énergie et le travail. Donc l'énergie est une fonction d'état, c'est pour ça qu'on l'a écrit sous forme de différentiel DEM, qui caractérise donc l'état du système et dans laquelle on peut calculer la différentielle. Ce qui n'est pas le cas pour le travail, donc FNC DR, donc c'est DW, donc c'est un travail élémentaire, donc c'est une quantité incrémentale qui est censée être intégrée sur la totalité du chemin parcouru. Donc là, c'est une différence fondamentale entre la notion de travail et la notion d'énergie. Le travail est une quantité incrémentale qu'on intègre sur le chemin parcouru par le point matériel. Par contre, l'énergie mécanique, c'est une fonction d'état qui caractérise l'état du système. Bien que les deux quantités sont égales, mais les interprétations sont différentes. On vient de présenter le théorème de l'énergie mécanique. On passe maintenant au théorème de conservation de l'énergie mécanique. En effet, lorsqu'il n'y a que des forces conservatives dans le système, donc appliquées au poids matériel considéré, donc FNC est égal à 0, l'équation 24 se réduit à E.M est égal à 0. Et dans ce cas-là, on a EM est égal à une constante. Rappelons que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique du système. Elle est donc conservée. La constante qui apparaît dans l'équation 25, elle est tributaire évidemment des conditions initiales. Avant qu'on aille plus loin dans les explications, rappelons qu'une force conservative est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi par la particule. Elle dérive d'un champ de potentiel. Son travail, il est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Et là, on vient d'ajouter une propriété d'une force conservative. L'énergie mécanique du système ou du point matériel soumis uniquement à des forces conservatives se conserve. D'ailleurs, c'est l'origine du terme conservative ou de l'adjectif qualificatif des forces conservatives. Donc, par conséquent, en l'absence de forces non conservatives, l'énergie totale est conservée. Une loi connue sous le nom du principe de conservation de l'énergie mécanique. Ce principe fournit donc la justification du terme force conservative, introduit plus tôt dans ce chapitre avant qu'une explication satisfaisante du terme puisse être donnée. L'énergie totale, donc EM, est une forme d'intégrale de mouvement et représente une relation entre les déplacements, les vitesses, moyennant les données inertielles, notamment les masses. Elle peut fournir beaucoup d'informations concernant le mouvement de la particule et sa valeur dépend des déplacements et vitesses initiaux. En effet, cette conservation occasionnelle de l'énergie mécanique fournit une équation différentielle du premier ordre, contrairement au théorème de l'énergie cinétique ou le principe fondamental de la dynamique, où on aboutissait à des équations du second ordre. C'est pour cette raison qu'on appelle parfois l'intégrale première de l'énergie.
Cette intégrale première de l'énergie représente pour les systèmes à un seul degré de liberté l'équation du mouvement. Pour assurer, ou plutôt pour s'assurer de l'existence ou de l'absence d'une intégrale d'énergie, il est nécessaire d'identifier les types de forces agissant sur la particule. À cet effet, on observe que la classe des forces conservatives contient des forces constantes et des forces dépendantes de la seule position R. D'autre part, la classe des forces non conservatives comprend des forces dépendant explicitement du temps ou de la vitesse R point ou des deux. Pour illustrer davantage ce théorème, nous allons étudier le cas d'un pendule simple, illustré par la figure ci-contre. Donc c'est un pendule constitué d'une masse ponctuelle petit m, accroché par un fil inextensible de longueur L au point O. À l'instant initial, le pendule est lâché sans vitesse d'une position définie par l'angle θ 0 entre la verticale descendante et la direction du pendule. Donc on désire écrire l'équation du mouvement en utilisant le théorème de conservation de l'énergie mécanique. À tout instant, la tension dans le fil grand R, elle est perpendiculaire à la trajectoire circulaire du point matériel et donc elle ne travaille pas. Le poids est une force conservative, donc on a vu qu'elle dérivait d'un champ de potentiel. Alors on a conservation de l'énergie mécanique et donc il existe une intégrale de mouvement sous la forme d'une énergie totale. L'énergie cinétique de la masse se calcule comme suit. Donc on a l'énergie EC est égale à 1 demi mv au carré avec le module de la vitesse du point matériel, c'est L θ point. Donc au total, on a 1 demi ml au carré θ point au carré. Par ailleurs, l'énergie potentielle peut être écrite comme étant EP est égal à mg delta H, où delta H est la montée du pendule au-dessus de la position de référence prise pour θ est égal à 0, dans laquelle le pendule est à son niveau le plus bas de l'énergie potentielle. Donc on va avoir EP est égal à mgl scalaire 1 moins cosinus θ. Par conséquent, compte tenu des conditions initiales, l'intégrale de l'énergie mécanique, l'intégrale d'énergie et EM est égal à EC plus EP. Donc on va additionner les deux quantités qu'on a définies tout à l'heure et on va avoir 1 demi ml au carré θ point au carré plus mgl facteur de 1 moins cosinus θ qui est égal à une constante. Donc, si on dérive par rapport au temps cette quantité, donc on va avoir ml au carré θ point θ seconde plus mgl sinus θ θ point qui est égal à 0. Donc la constante, quand on la dérive par rapport au temps, elle va nous donner 0. Et comme θ seconde, comme θ point, donc la vitesse instantanée du point matériel durant son mouvement pendulaire est nulle, alors si on factorise θ point, il nous reste uniquement ml au carré θ seconde plus mgl sinus θ est égal à 0, d'où l'équation de mouvement connue, θ seconde plus g sur L sinus θ est égal à 0. On voit très bien que l'utilisation des énergies cinétiques et potentielles, et par application du théorème de conservation de l'énergie mécanique, on a pu développer l'équation de mouvement sans impliquer les forces internes, notamment la tension dans le câble. Et cela donc constitue la puissance des formalismes basés sur les énergies qu'on va exploiter davantage dans les chapitres suivants pour asseoir donc les outils de la mécanique analytique.